Bienvenue sur Ici Éco. Le président de la Commission des finances et du budget, le député Brahim Kenran, a exigé que les chiffres du projet de budget pour l'exercice 2025 soient révisés par le gouvernement sur la base d'une étude approfondie. Il a affirmé que le budget doit estimer avec précision les recettes et les dépenses minimales, parallèlement à la répartition de ces recettes aux ministères, départements et institutions selon les priorités du pays. Il considère toutefois que le projet de loi envoyé s'écarte complètement de ce cadre, insistant sur le fait qu'il n'est pas permis de continuer à travailler sur la base de ces chiffres, parce que le déficit bondira de 20% à 200%. M. Kenran a souligné que les avances du Trésor sont des approvisionnements donnés à partir de ses actifs, comme le stipulent les dispositions de l'article 203 de la loi sur la comptabilité publique. Cela suppose au moins la disponibilité des actifs dans le compte du Trésor ouvert à la Banque du Liban. Sinon, ils sont équivalents à un chèque sans provision. D'autre part, le président du syndicat des importateurs de produits alimentaires, Hani Barsaleh, a assuré que les prix des produits alimentaires étaient stables et qu'il n'existait aucun facteur fondamental qui les pousserait à augmenter. La stabilité des prix des produits alimentaires de base s'expliquait par une offre abondante, largement supérieure à la demande sur le marché intérieur, ainsi que par un niveau élevé de compétitivité. Cette stabilité était confirmée par les statistiques publiées par le ministère de l'Économie et l'administration centrale des statistiques. Dans ce contexte, M. Barsaleh a précisé que le Liban conservait à ce jour le plus haut niveau de stock de produits alimentaires, répartis entre les entrepôts, les supermarchés, les épiceries et les foyers. Durant cet épisode, nous abandonnerons le dossier des conséquences de la guerre sur tous les secteurs économiques et la situation monétaire, en plus de l'ampleur des pertes et de la phase de reconstruction, avec le professeur d'économie à l'Université libanaise, le professeur Jassem Raja. Professeur Raja, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi, merci pour votre invitation. Nous allons commencer directement par le projet du budget 2025, pour l'exercice 2025. Donc, pour dire que la guerre a grandement affecté le processus des collectes dans le pays et les dépenses sont élevées par rapport aux revenus attendus. Vous êtes d'accord? Mais est-ce que ce projet-là qui a été présenté reste valable? Absolument pas. En fait, c'est un projet qui est devenu un projet caduc. Donc, il est vide, il contient absolument rien. C'est un projet qui est très loin de la réalité. Même à l'époque, en fait, avant la dernière vague de bombardements israéliens donc au Liban, ce projet était quelque part loin de la réalité, vu que les revenus en fait mis dedans ou à la limite prévus dans le cadre de ce projet, c'était des revenus en fait non réalisables. L'activité économique du pays qui est à la base de tout taxe etc. Où est cette activité? Je veux dire, en fait, le Liban est en guerre avec Israël depuis presque un an, depuis le 8 octobre 2023. Donc, l'idée principale ici, où est l'activité économique? Est-ce qu'on s'appuie juste sur l'activité économique au Mont-Liban et à Beyrouth, ou est-ce que c'est sur tout le Liban? Aujourd'hui, avec l'élargissement donc des frappes israéliennes, donc je me demande en fait de quel revenu en fait, de quelle assiette ils sont en train de parler en ce qui concerne. Donc vous êtes d'accord que l'estimation des dépenses ça n'a rien à voir. Et, dans le projet du budget 2025 et aussi l'allocation des crédits manque de réalisme? Ça ne décrit absolument plus la situation au Liban. On parle d'autres pays, hein, c'est un autre pays, ça, donc les chiffres qui sont là-dedans, c'est absolument rien. C'est pas possible. Aujourd'hui, ils sont en train donc de discuter de faire ce qu'ils appellent en fait prendre donc des crédits au niveau du compte 36 à la BDL. Alors, cette situation est illégale. D'abord, sans couverture légale. Oui, absolument. Donc, on a besoin d'une loi. Mais en fait, je vais vous expliquer là-dessus. D'abord, en fait, tout ce qui est crédit, on ne peut pas donner en fait un crédit ou des facilités à une institution donc, de l'État, sauf si elle est indépendante. D'accord? Et donc, il faudrait qu'elle soit indépendante pour qu'on puisse faire ce type de choses, de manœuvres. En plus,
Donc une facilité, c'est censé être Remboursé. rendu au gouvernement. Ce qui n'était pas le cas depuis pratiquement je ne sais pas combien de temps. On parle de plus de 100 000 milliards, oui, c'est 100 000 milliards livres libanaises. Donc c'est une somme astronomique. Si vous prenez le cas avant, en ce qui concerne $ 1500 livres libanaises, et après la guerre, vous trouvez des chiffres astronomiques. Donc l'idée de base là-dedans, c'est de dire aussi ouvrir en fait un crédit en dehors du budget, comme vous venez de le mentionner. Il faudrait en fait. Et aujourd'hui, le gouverneur par intérim, Wassim Mansouri, insiste sur le fait de ne pas financer l'État. Alors là j'ai des questions, j'ai des points d'exclamation et des questions à ce sujet. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai, il a prouvé que depuis 1 an et presque et demi, il n'a pas financé l'État. Il n'a pas financé l'État. Mais aujourd'hui, avec toutes les conditions et le framework, donc le cadre qui se trouve, la guerre, etc., est-ce qu'il va pouvoir résister devant l'article 91 du Code de la monnaie et du crédit? J'ai des doutes. J'ai des doutes parce que, d'abord, il ne peut pas refuser, d'après ma lecture de cet article. Et d'ailleurs, mais il a besoin d'une couverture législative. Non, il n'en a même pas besoin. Donc, l'article, vous savez, l'article 88 et l'article 89 ont bien décrit ce qu'on appelle comment la Banque centrale pourrait fournir des facilités, des crédits au gouvernement. Et donc, c'est un cadre vraiment bien limité. Mais moi, j'avais bien discuté cela avec M. Mansouri à propos des dépenses qui pourraient excéder le budget 2024. Donc, il va dépasser le budget 2024. Il m'avait bien dit que non, sans couverture législative, sans couverture légale. Je vais vous expliquer. C'est ça la question. Tout ce qui est dans le cadre du budget, il est obligé de financer. Certainement, ça c'est clair. Et ça, c'est par le biais de l'article 91 du Code de la monnaie et du crédit. Certainement. Maintenant, nous avons une loi qui est le budget ici. Voilà. Donc on est couvert. Maintenant, s'ils ont en fait une loi pour une dépense bien spécifique, dans ce cas, je pense que il va exécuter. Sinon, là, il va y avoir une sorte de bataille politique et je pense qu'il ne peut pas gagner cette bataille, M. Mansouri. Pourquoi? Parce que si vous voulez... D'accord, une bataille politique, mais est-ce qu'il a les moyens? L'idée, c'est qu'il a besoin en fait d'une des deux choses. Si on lui impose cela, sans qu'il y ait vraiment une couverture légale, etc., je pense quelque part, il va y avoir deux possibilités. La première, soit il démissionne, et là, c'est un foutoir parce qu'après, vous comprenez ce qui va se passer. Donc certainement. Après. Et deuxièmement, soit il va recevoir un appui, bien sûr, c'est un appui moral, donc de l'étranger, par exemple des États-Unis. Et là, à ce stade, personne ne pourra juste pour dire que le projet de budget a été envoyé le 1er octobre et le gouvernement dispose jusqu'à janvier pour rendre le projet avec des chiffres plus précis. Donc il reste devant nous du temps pour pouvoir modifier les chiffres. Alors, il y a deux problèmes, si vous voulez, monsieur Maurice. D'abord, il y a le problème du budget 2024. Parce que vous le savez très bien, ce qu'on est en train de dépenser aujourd'hui, ça rentre dans le cadre du budget 2024, qui est aussi complètement dépassé. Et là, pour 2025 aussi, on est complètement dépassé. D'abord, la première chose, comment vous allez couvrir le déficit de 2024? Là, vous avez besoin vraiment... Vous estimez le budget, ce déficit à combien? On est où? Alors, c'est extrêmement difficile, donc, en fait, de le dire, parce qu'on n'a pas encore regardé. Je ne pense pas qu'il va être très élevé cette année. La raison, c'est très simple, parce que le gouvernement, donc les principales dépenses, si vous voulez, ça couvrait les salaires. Et les salaires, ça a été en fait assuré par la Banque centrale. Et la Banque centrale n'a pas... On est à peu près à 120 millions de dollars par mois. Oui, mais la Banque centrale n'a pas fait de crédit au gouvernement à ce niveau. Donc, gérer quelque part, on ne doit pas être vraiment trop. Mais quand même, c'est un problème, même si c'est une seule livre libanaise, il faut faire couvrir. Donc on n'a pas encore résolu le problème du budget 2024. Ça, c'est je pense pas. Et en plus, en 2025, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si, d'après un certain nombre de scénarios politiques... On est en train de dépenser sur la règle
On dit donc la 12e règle, donc les 12 mois. Donc, voilà, exactement. Ça, c'est quelque chose qui est à base du 12e mois, oui. C'est quelque chose qui est complètement dérapant, je dirais, quelque part, pour les finances publiques. Parce que vous savez, c'est pas ça, en fait, la stabilité des finances publiques ne peut pas se faire avec, je dirais, quelque part, chaque fois une surprise par là, une surprise par là, les dépenses, les revenus. Les revenus ne sont plus je dirais, au même niveau qu'on les attendait. Deuxièmement, les dépenses, sûrement il va y avoir des dépenses en 2025. Et comme je vous ai dit, il y a des scénarios militaires qui parlent de l'extension donc, de ce qui se passe actuellement jusqu'au mois juin 2025. Donc est-ce que vous savez ce qui se passe à ce niveau? Mais est-ce que le Liban peut supporter cette guerre encore pour des mois? Alors, je vais vous dire, jusqu'à maintenant, ce que j'ai constaté, je n'ai pas réellement, en fait, parce que vous savez, il manque la transparence à ce niveau. On ne sait pas combien on a reçu en termes d'aides. Et tout ça, c'est des aides, je dirais, quelque part, matérielles. C'est de la nourriture, des voilà. couvertures, il n'y a pas d'aide financière parce que vous savez très bien, il n'y a pas confiance. Et la seule institution à qui on fait confiance et on lui donne l'argent liquide, c'est l'armée libanaise. Donc, il n'y en a pas d'autres. Ouais. Et avec les 200 millions de dollars qui ont été présentés durant la conférence de Paris, la dernière conférence d'aide à Paris, et les 200 millions de dollars qui ont été présentés à l'armée libanaise. Oui, ça c'est à l'armée libanaise. Et je pense que ça va être reçu par l'armée libanaise. Alors, la question... Vous pensez que ça c'est aussi un genre de support pour le commandant, sûrement. général Joseph Aoun, pour la présidentielle? Je pense, en tous les cas, je ne suis pas un expert politique. Tout ce que je peux dire, que toutes les indications qui se trouvent dans la presse et dans les déclarations des différents responsables indiquent vraiment que celui qui a le plus la chance de monter, en fait, de s'asseoir sur le... Et pour les personnes qui sortent et disent que non, on ne peut pas accepter aussi une personne, ou bien une personne qui vient donc, de l'armée, au moment où le Liban fait face à une crise financière et économique. Alors l'histoire nous raconte de toute façon que les Libanais n'ont jamais eu un mot en ce qui concerne l'élection de leur président. Donc c'est vraiment... les ingérences étrangères, elles étaient toujours présentes. Je ne pense pas que c'est vraiment quelque chose, c'est pas un choix purement libanais. C'est ça, mais vous dites quoi à propos du profil du commandant en chef Joseph Aoun en ce qui concerne la confiance devant toutes les institutions internationales pour une phase transitoire? Alors je vais vous le dire. L'homme de la situation actuelle, c'est un homme, je dirais quelque part, militaire. Il doit y avoir ce background, parce que la situation, c'est une situation militaire avant tout. En plus, la personne du président de la République, c'est pas en fait lui, c'est pas l'exécutif, le vrai exécutif. Le vrai exécutif, c'est le gouvernement. Et donc, il faudrait qu'il comprenne vraiment les aspects financiers. Il faudrait qu'il ait des relations avec l'extérieur, parce que c'est lui le premier négociateur selon la Constitution. Mais c'est pas lui vraiment le vrai exécuteur. Le vrai exécuteur, c'est le gouvernement. Et donc, il pourrait avoir en fait quelque part des conseillers à côté de lui. Et des choses et les membres du gouvernement, ce sont l'essentiel. Mais laissez-moi vous dire. Quand il viendra, et j'espère qu'il viendra personnellement, à titre personnel, donc j'ai de la préférence pour l'armée libanaise, mais quand il viendra, et s'il viendra, obligatoirement, il va avoir en fait un package avec, et c'est un package financier qui va financer sûrement la reconstruction de ce qui a été détruit par Israël, mais aussi la reconstitution, je dirais quelque part, du socle économique qui aujourd'hui nous manque. Hein. Et là, je pense quelque part que s'il y a une volonté étrangère, donc qu'il arrive avec les supports qu'il a de la population, je pense oui qu'il pourrait sans aucun doute arriver là-dessus. Très bien.
Comment évaluez-vous les performances du gouvernement de M. Najib Mikati en matière de réponse aux conséquences de la guerre? Alors, je vais vous le dire dans l'absolu. Donc, dans l'absolu, vous savez qu'il y a les indicateurs, les World Governance Indicators. Ce sont en fait des indicateurs de gouvernance qui sont mesurés par la Banque mondiale et qui mesurent quelque part l'efficacité du gouvernement. Alors, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 6% sur une échelle de 0 très mauvais à 100% excellent. Nous sommes à 6 sur 100. Donc, vous savez très bien que ça veut dire que nous avons échoué. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de condamner le gouvernement, ni la personne du Premier ministre, à qui je dois en fait tout respect, et à tous les membres du gouvernement. Mais aujourd'hui, le gouvernement, M. Maurice, soyons raisonnables, il est divisé. Vous avez une partie donc des ministres qui n'assistent même pas aux réunions du gouvernement, qui ne participent pas aux décisions pour différentes raisons. Je ne discute pas les raisons. Je ne suis pas en fait, comme je vous ai dit, je ne suis pas un analyste financier. Je suis pas, j'ai pas d'expertise politique à ce niveau. Mais quelque part, réfléchissons un tout petit peu. Il y a une partie des ministres qui ne participent pas, qui ne votent pas. Chaque fois qu'il veut, que le Premier ministre veut, je dirais quelque part, envoyer pour une sorte de réunion, pour une réunion officielle, il faudrait qu'il réunisse les ministres tout d'abord autour d'un café pour leur demander s'ils sont d'accord que le Conseil des ministres se réunit ou pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du n'importe quoi. Je veux dire, quand un Premier ministre envoie une invitation pour une réunion du Conseil des ministres, il faudrait que tout le monde assiste. Vous êtes économiste. Quels sont les scénarios possibles pour l'année 2024 et 2025? Alors pour 2024, je l'avais écrit en fait dans le cadre d'un article. Absolument, nous sommes dans une situation de récession. À peu près, on est à combien? Je pense quelque part, on va être à l'entour de moins 5% cette année. Et si la situation continue comme ça, au moins jusqu'au juin 2025, nous serons à moins 7% l'année prochaine. On pouvait avoir un taux de croissance cette année. Cette année, pas la guerre. Ah oui, absolument. Ouais. S'il n'y avait pas la guerre, oui, dans le cadre du scénario où il n'y a pas de guerre, absolument. Mais ce qui est assez étrange, ce qui est assez remarquable là, dans cette situation, vous savez très bien qu'on divise en termes d'économie formelle et économie informelle. Donc, économie formelle, c'est tout ce qui est enregistré au niveau de l'État, etc., etc. Et donc, on paye des taxes. L'informel, c'est le parallèle. L'informel, c'est le parallèle, qui peut être soit légal, soit illégal, comme activité, je dirais. Donc, vous voulez dire quoi? Je veux dire par là que les deux seront en fait en recul. Vous voulez dire quoi? Je veux dire qu'aujourd'hui... J'essaie de comprendre quelque chose. Ce que je voulais dire, c'est que les frappes israéliennes ont réduit la taille de l'économie informelle. Donc vous voulez me dire que le Hezbollah, c'est lui qui gérait l'économie informelle? Non, pas nécessairement, parce que si vous voulez, les trafiquants... je suis pas en train de l'innocenter et je suis pas en train de le culpabiliser parce que je n'ai pas d'informations. Mais tout ce que je dis, c'est par exemple, si vous voulez, les trafiquants qui sont à la frontière, avec les frappes israéliennes, donc aujourd'hui il y a des drones qui tournent tout autour des frontières, donc aujourd'hui il y a une réduction énorme de ce volume qui constituait quand même une partie importante de l'économie libanaise et tout ce qu'il y a comme activité. Quels seront les scénarios possibles pour 2025? En général, on fonctionne ou on raisonne en trois scénarios. Un scénario optimiste, un scénario pessimiste et ce qu'on appelle le most likely scénario. Donc c'est le scénario le plus probable. Alors, je pense que le scénario le plus pessimiste, c'est que toute l'année prochaine, donc, il y aura ce rythme les bombardements et la guerre, les bombardements et on reste comme ça. Et là, il va y avoir vraiment des dommages structurels au niveau de l'économie que je pense honnêtement, donc en toute honnêteté, je pense que ça va s'étaler, en tous les cas les conséquences, ça va s'étaler sur au moins une trentaine d'années pour qu'on puisse faire un recouvrement correct donc de cela.
Alors, dans un scénario optimiste, c'est que le 20 janvier, tout va s'arrêter. Donc, il y a un accord de cessez-le-feu. Et ensuite, il y a des investissements qui arrivent, etc., etc. Là, je pense que l'année prochaine, on pourra avoir une croissance, vu la taille de notre économie et vu la petitesse du PIB libanais actuel, qui est à l'ordre de 17 milliards de dollars. Et donc, on croit que il va y avoir, avec le recul qu'on va avoir 5%, ensuite l'année prochaine, moins 7%, on aura quelque chose comme 16%. Je pense qu'on va avoir une croissance l'année prochaine dans le cadre optimiste, 3%, mais l'année d'après, c'est-à-dire en 2026, là, on dépassera les 5%. Oui, absolument, obligatoirement, puisque si vous voulez, l'entrée des flux d'argent donc qui vont venir comme investissement, automatiquement, ça va augmenter le PIB. Et puis le scénario le plus probable, c'est vraiment, en fait, c'est quelque chose qui se trouve entre les deux. On va avoir en réalité une phase morte, quelque part. D'abord au niveau des négociations, parce que ce n'est pas le 20 janvier vraiment la date où le président Trump va commencer vraiment son vrai mandat. Mais je dirais quelque part qu'il va y avoir une phase de négociation qui pourrait être s'étaler jusqu'au mois de mars, avril. Ensuite, il va y avoir les applications, etc. etc. Donc, on ne va vraiment commencer les actions positives qu'à partir de la deuxième moitié de l'année 2025. Et ça veut dire, si vous voulez, qu'il va y avoir une sorte de recul de la croissance. Et ça, on pourrait avoir jusque-là une croissance de 1%. Peut-on déjà estimer les pertes et les coûts ou bien non? Il est trop tôt pour cela. Donc. Alors, il y a deux types de pertes. Il y a les pertes directes, indirectes, etc. Pertes directes et pertes indirectes. Les pertes directes, ce sont en fait réalité. Parlons infrastructure ici. L'infrastructure, bombardement donc de l'infrastructure, que ce soit les maisons, que ce soit les routes, les ponts. C'est toujours tôt. Etc. C'est très tôt. Et aussi donc tout ce qu'il y a comme récolte agricole, tout cela en fait. Alors les pertes indirectes, c'est vraiment les pertes d'opportunités, c'est-à-dire ce qu'on devait gagner, on ne l'a pas gagné. Et là, on peut considérer par exemple au niveau du secteur agriculteur, on peut considérer par exemple que le bombardement avec les bombes phosphoriques, donc ça pourrait avoir des effets sur la terre et donc on ne peut pas les utiliser jusqu'à une certaine période, mais aussi les pertes en ce qui concerne le secteur touristique qui contribue à l'ordre de 25% du PIB aujourd'hui. On était à 6 milliards l'année passée. Cette année, on est presque à 2 milliards au maximum, donc on est à 4 milliards de pertes. Il y a en tous les cas Standard & Poor's l'année dernière, quand la guerre avait commencé, avait fait une sorte de scénario et donc il avait parlé de 3,7 milliards de dollars, donc c'est 4 milliards de dollars. Alors, le secteur, en réalité, le secteur touristique... touristique, on est à peu près à 4 milliards. À 4 milliards. Agriculture, on est à... Mais le plus important, c'est que c'est un secteur qui contribue à l'ordre de 25% du PIB. Donc c'est pour cette raison qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Mais vous avez aussi, en fait, le secteur agriculteur, donc qui est à peu près à 5% du PIB. Vous avez en fait les infrastructures. Les infrastructures, j'estime les pertes entre milliards et milliards et demi jusqu'à l'instant, mais c'est des estimations. Donc on est prêt à entre 10 et 12 milliards de dollars? Je pense que c'est aujourd'hui, en tous les cas, le plus raisonnable, c'est de parler de cette fourchette, 10 à 12 milliards. Vous avez de l'ordre de 5 milliards en pertes directes et globalement, je dirais à peu près entre 5 et 6 milliards. Le ministre de l'économie et du commerce est sorti dire qu'on est entre 20 et 30 milliards de dollars. Oui, en fait, j'avais analysé sa déclaration. Je crois qu'il a pris en compte, en tous les cas, parce que vous savez, quand il vient y avoir un cessez-le-feu, etc., mais vous avez besoin d'offrir des crédits au secteur industriel, au secteur agriculteur, vous avez au secteur de tourisme. Donc, il a pris en compte, en fait, plein de choses avant de donner ce chiffre. Vous dites quoi à propos du coût du déplacement et de l'arrêt de l'activité économique dans certaines régions du Sud, ma connaissance jusqu'à maintenant, je parle des dépenses du gouvernement,
Je parle des dépenses du gouvernement. Je pense jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de dépenses de la part du gouvernement. Parce que, vous savez, c'est public, il faudrait qu'ils sortent quelque chose. Rien n'est sorti, donc ils n'ont rien dépensé. Donc, les déplacés vivent sur les aides étrangères et bien sûr les aides fournies par des associations locales et sur, je dirais quelque part, le welcoming de la population libanaise. Mais ils ont demandé l'ouverture d'un certain nombre de crédits dans le budget 2024. Je pense qu'ils vont envoyer ça au Parlement pour avoir une couverture juridique. Je crois quelque part que les dépenses, j'avais fait un tableau de simulation, je ne sais pas si vous souhaitez que je puisse vous le lire. Ça dépend, en fait, il y a deux paramètres, deux variables qui changent et qui définissent réellement ce que c'est les dépenses du gouvernement. Premièrement, c'est le nombre de déplacés qu'on est en train d'aider. Donc, dans les centres... Mais justement, donc là, ici, ce n'est pas très clair. Et deuxièmement... Parce qu'ici, on est à 200 000 à peu près, à 200 000 personnes. Alors, justement, vous avez en fait un nombre, on parle de 1 200 000 déplacés. Je pense que le coût individuel par jour d'une personne, c'est de l'ordre de 3 $. Parce qu'on ne leur offre pas grand-chose aujourd'hui, si vous voulez. Et donc, je pense, dans le cadre d'une estimation du nombre d'aides de déplacés aidés par le gouvernement ou supportés par le gouvernement, si on prend 200 000 seulement, vous avez en fait un coût mensuel de 18 millions de dollars. À 300 000, vous avez 27 millions. Et à 400 000, dont je crois qu'il va être raisonnablement, c'est ça, vous ne dépassez jamais les 36 millions de dollars par mois. Donc les chiffres sont assez réduits parce qu'il y a des aides étrangères qui arrivent au Liban. Sans ces aides, vraiment, on aurait... Très bien. Il me reste deux questions. Comment évaluez-vous les effets des circulaires émises par la Banque du Liban dans le cadre de la contribution du remboursement des dépôts? Alors, j'aurais préféré, si vous voulez, parce que ça, je l'ai dit, on venait juste d'en discuter avec un ami, et donc on disait que les aides qui ont été données en 2020, je dirais, vous vous rappelez, le gouvernement de Hassan Diab avait obligé la Banque centrale donc d'assurer un support. Le former gouvernement qui avait voté pour le défaut de paiement. Voilà. Juste pour rappeler. On a dépensé 20 milliards de dollars, entre 15 et 20. Je ne sais pas exactement le chiffre parce que ce n'est pas encore clair combien on en a dépensé. Si à cette époque, on avait décidé de rendre cet argent aux banques pour le rendre aux déposants. Qu'est-ce qui aurait changé? Ça a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, je crois que... jusqu'à nos jours, on est en train de payer la facture des décisions qui ont été prises par le gouvernement de Hassan Diab. Je pense que c'est honnêtement, avec tout le respect que je dois à ce gouvernement, sans le Premier ministre de cette époque, Hassan Diab, et les membres du gouvernement, je pense que les pires décisions ont été prises par ce gouvernement. Et la facture du défaut de paiement va être payée jusqu'à quand? C'est catastrophique parce que, si vous voulez, ça on l'avait dit, donc pas moins que 40 ans, donc on va payer la facture de la décision du défaut de paiement. Ils ont pensé à cette époque que c'est une décision administrative. Voilà, on fait un défaut de paiement, on fait ça, on fait... Non, c'est une question de crédibilité. Le Liban n'a jamais fait de défaut de sa vie et c'est pour cette raison qu'il avait les confiances du marché. Donc, pourquoi aujourd'hui vous avez opté pour cela? Pourquoi? Je n'arrive même pas encore à comprendre. C'était une décision politique, vous pensez? Je pense, oui, absolument. C'était planifié? Absolument. Donc, de toute façon, le Premier ministre Hassan Diab de cette époque, avec tout le respect que je dois à sa personne, mais à mon avis, à ma connaissance, il n'est pas un expert des finances ni d'économie. Et donc, Mais il avait à côté de lui certains... Vous avez les consultants, les experts, et on se rappelle très bien... Alors, bien sûr, donc de toute façon, si j'ai bien compris, il y a une information judiciaire qui a été ouverte à ce sujet. Donc, qui avait profité du défaut de paiement. Voilà, donc avec les fameux CDS, etc. etc. Mais indépendant de cela, je pense même ces gens-là,
s'ils avaient encouragé le Premier ministre à faire ce défaut, ce n'était pas en fait une décision sans couverture politique. Parce que c'est une décision, elle joue le rôle d'un. Donc vous dites que pour M. Hassan Diab, c'était par ignorance, mais c'était décidé par. Je pense que la personne de Hassan Diab, oui, c'est par ignorance. Mais il a pensé que peut-être c'est une décision administrative et beaucoup de ministres aussi dans ce gouvernement. Je ne pense pas que c'est... Mais aussi pour lui, c'était populaire. Ah oui, oui, absolument. Oui. C'était très populaire à cette époque et tout ce qui est leftiste, donc les gauchistes, donc qui votaient que c'était les banques qui volaient, les machins, etc., etc. Non. C'était une décision, une fausse décision. C'était une décision qui va impacter nos enfants au moins, d'accord, jusqu'à ce qu'ils aient eux-mêmes des enfants. Donc je pense au moins... Donc il faut les rendre responsables. Oui, je pense qu'il faut les rendre responsables, mais est-ce qu'on va pouvoir rendre responsables les partis politiques qui ont contribué à cela? La réponse est très probablement non. Très bien. Bien voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, professeur Aja. Vous êtes professeur d'économie à l'université libanaise. Merci. Merci à vous. Mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez voir tous nos épisodes sur les réseaux sociaux. Au revoir.